Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau télé de Bipositif. En choisissant le thème de cette 4e table ronde de la journée, la rédaction de The Pro Energy a voulu interpeller en quelque sorte l'ensemble des entreprises du génie climatique et de l'électricité, mais également leurs confrères du gros œuvre, et ceux des lots finition et décoration. Je veux parler bien évidemment de la transversalité des métiers. Alors selon le CCA BTP, une association professionnelle qui regroupe 118 centres d'apprentissage en France liés au métier du BTP, l'évolution des réglementations thermiques et environnementales, mais aussi les exigences en termes de sécurité et de prévention sur les chantiers vont impacter largement l'organisation des entreprises et de leurs chantiers au cours des 10 prochaines années. Alors les formations, notamment celles liées à la démarche RGE, à Calibat, à Caliet ENR, l'obligation de travailler avec d'autres corps d'État et le développement en réseau vont devenir incontournables pour répondre à ces évolutions et à la plus grande professionnalisation du secteur du bâtiment. On le voit, les défis sont nombreux. Voici quelques pistes pour amorcer ce virage. Et pour en parler, j'accueille nos 3 experts. À ma droite, monsieur Hervé Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération départementale du bâtiment Haute-Loire et également membre de l'UECF, qui est l'Union des entreprises de génie climatique et énergétique au sein de la FFB, la Fédération française du bâtiment. À ma gauche, Jocelyn Gac, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur des actions intermétiers liées à la transition énergétique au sein des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Et à vos côtés, Daniel Kénard du CSTB. Vous êtes notamment l'un des responsables développement à la direction de l'énergie environnement au CSTB Grenoble. Alors en 2013, selon le livre blanc de la Fédération française du bâtiment, la transversalité, on constatait que c'était déjà une réalité dans le bâtiment. Je cite une phrase du livre blanc, une entreprise du bâtiment exercerait en moyenne 2 métiers et demi. Alors, monsieur Gac, aujourd'hui, quelle est la réalité sur le terrain ? Je reprendrai l'exemple du charpentier pour illustrer cette notion de 2,5. Je pense même qu'on pourrait dire plus que 2,5 pour certains corps de métier. Le charpentier, aujourd'hui, pose ses fenêtres lui-même dans l'ossature bois. Le charpentier commence même lui-même à poser finalement la VMC double flux, donc devient expert en double flux. Ça ne veut pas dire que son cœur de métier deviendra de poser des VMC, mais malgré tout, pour s'assurer d'une finition, notamment sur la question des traversées de cloisons en étanchéité à l'air, pour traverser de ses poutres aussi parfois, est amené à développer des compétences transverses pour s'assurer d'un résultat, s'assurer d'une satisfaction client finalement aussi pour pouvoir gérer, proposer et finalement amener une compétence transverse au sein de sa propre activité. Donc un élargissement des compétences à travers le chantier, notamment de la rénovation énergétique. Monsieur Guillot, dans les métiers que vous représentez, notamment les plombiers, chauffagistes et le génie climatique, alors il est vrai qu'effectivement aussi au sein de notre métier et de nos métiers en général, on a forcément plusieurs cordes à notre arc. La première, dans le monde du chauffage, on est amené à travailler avec les électriciens. Pourquoi ? Parce qu'on a une forte présence de la régulation, de la domotique, donc qui est de plus en plus présente. Donc ça veut dire que certains et beaucoup de nos confrères sont représentés à la fois en plomberie chauffage et à la fois dans le monde de l'électricité. Mais on a été aussi plus loin, notamment par exemple avec les crédits d'impôt, où il y a quelques années, les crédits d'impôt en rénovation énergétique étaient facilités par les bouquets de travaux. Donc par exemple, ça a été mon cas, j'avais une entreprise de fenêtres pendant quelques années et où nous avons pu proposer la complémentarité de ces métiers. Donc oui, concrètement sur le terrain, chacun dans les corps de métier est amené à se développer sur des métiers qui va dire connexes. Il a toujours son cœur de métier, bien évidemment, mais après, il va se développer sur les métiers connexes, tout ce qui gravite autour de son cœur de métier. Alors on parlait un instant justement, monsieur Kénard du CSTB, de la rénovation, du défi, la rénovation énergétique des bâtiments. On parlait de compétences élargies. Concrètement, comment ça se passe ?
Concrètement, ça a déjà été un peu abordé. Dans la rénovation, il y a un élément essentiel, c'est l'étanchéité à l'air, qui fait d'ailleurs l'objet d'une mesure dans le cadre du neuf, par ce qui est appelé la porte soufflante ou bleu et d'or. Et souvent, les défauts d'étanchéité se situent aux interfaces. Et les défauts, s'ils ont lieu aux interfaces, ça veut dire qu'il y a un manque de transversalité entre les deux acteurs qui sont intervenus. Le charpentier a été cité, il y a le maçon, il y a le poseur de fenêtres, et entre les deux, il y a toujours le point faible. Et là, la transversalité est indispensable. Alors, c'est peut-être pas une transversalité dans les métiers, mais c'est au moins un partage de compétences. Et le poseur de fenêtres doit savoir que son geste va avoir une importance considérable sur la qualité de l'enveloppe du bâti. Et ça, on peut aussi l'étendre à tous les acteurs qui traversent l'enveloppe, que ce soit les électriciens, les écoulements, le plombier, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet, enfin c'est pas un petit peu, c'est carrément l'objet de la plateforme au CSDB Grenoble qui a été inaugurée mi-janvier, je crois, dédiée notamment au métier de la menuiserie par le bon geste. C'est la qualité par le geste, parce qu'on sait très bien que maintenant on a des produits de très bonne qualité. Les industriels produisent des fenêtres et d'autres composants de très bonne qualité qui sont certifiés, validés par différents organismes, dont le CSTB. Mais malgré cela, on arrive au résultat final, à la livraison, à un certain nombre de personnes qui disent encore qu'ils ont des très mauvaises fenêtres, alors que ce sont des très bonnes fenêtres qui ont été mal posées. C'est la mise en œuvre. Donc c'est la mise en œuvre qui est le point faible, et c'est là, c'est la main du poseur qui fait tout finalement. Alors la notion au sein des Compagnons du Devoir et du Tour de France, la notion de coopération au niveau des métiers, c'est un petit peu l'ADN de votre association. Jocelyn, quelle est la stratégie entre guillemets déployée aujourd'hui chez les Compagnons du Devoir en matière de transversalité, ou en tout cas essayer de sensibiliser en tout cas vos compagnons à cette notion qui devient fondamentale dans le bâtiment? Complètement. Effectivement, la question d'intermétier et de transversalité entre les métiers est l'ADN même des Compagnons du Devoir et du Tour de France, puisque nous permettons à des jeunes de voyager en se formant, en vivant dans des maisons où l'ensemble des métiers du bâtiment et d'autres filières sont représentés. Malgré tout, malgré cette diversité et cette pluralité de visions de métiers, on se rend compte que la performance du bâtiment, les nouvelles attentes clients nécessitent d'aller plus loin que de simplement se fréquenter, d'aller plus loin finalement que de simplement partager. Monsieur Quesnard parlait tout à l'heure, à juste titre, de la question de l'interface. L'interface aujourd'hui est l'enjeu principal d'une enveloppe réussie, que ce soit dans le cadre de l'économie d'énergie générée par une enveloppe performante ou par la production d'énergie à travers l'installation d'énergie renouvelable. Comment on le traite chez les Compagnons du Devoir? On le traite de plusieurs façons. Dès le CAP, on permet à des jeunes de pouvoir échanger sur des supports communs. Je pense notamment à la fenêtre, je crois qu'effectivement, M. Quesnard le relevait encore, c'est la fenêtre qui, dans le bâtiment, dans l'enveloppe du bâtiment, pose le plus de problèmes, malgré effectivement des process intéressants, de pouvoir permettre à un maçon de regarder de façon visuelle et de façon théorique l'enjeu finalement de la qualité et de la non-qualité à travers des tests in situ de mise en œuvre. D'autre part, la question de la mise en œuvre, si elle est décorrélée de la théorie, si on n'explique pas pourquoi et comment on conçoit un bâtiment dans son entier, on ne peut pas atteindre des résultats non plus satisfaisants. Et de fait, l'intégration de ce que vous appeliez tout à l'heure la formation RGE, donc les formations aux économies d'énergie dès le CAP et jusqu'à la licence de façon progressive dans nos formations, permet à l'ensemble de nos formés, dès qu'ils arriveront sur le chantier, d'être aussi les vecteurs de transmission de ces bonnes pratiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces nouvelles compétences nécessaires sont d'ordre technique, mais aussi d'ordre comportemental, je présume. Monsieur Guillot, vous avez peut-être un exemple entre guillemets un peu pratique pour illustrer un petit peu cette évolution vers une transversalité des métiers plus importante? Alors là, on était dans la haute technicité avec concrètement, les sur fenêtres le chantier, et autres. comment ça se passe? On peut revenir à des choses plus basiques sur un chantier. Moi, j'aime bien citer l'exemple de la salle de bain. Parce que sur la salle de bain, on a effectivement au moins 4 ou 5 corps de métier qui interviennent. Vous avez le carreleur, vous avez le plaquiste, vous avez l'électricien et vous avez le plombier. Donc ça, c'est une vraie problématique. Or, en face de nous, qu'est-ce qu'on a? On a concrètement des clients qui, eux, veulent entendre parler une seule personne, une seule voix, etc. Parce qu'ils n'ont plus le temps maintenant, nos clients. Donc les gens, ils n'ont plus le temps d'aller rencontrer chacun et de faire des devis. Donc très concrètement, il faut faire preuve d'ingéniosité
ou on le verra plus tard, d'autres modes d'organisation comme la sous-traitance, comme la co-traitance, etc. Et la fédération et l'UECF sont bien là pour présenter ces sujets-là. Mais voilà, très concrètement, on retrouve dans ce qui ne paraît pas très technique, mais une simple salle de bain, mais c'est très compliqué pour un particulier. Il faut donc trouver les compétences ou en interne, en formant nos gens sur des métiers transversaux, ou tout simplement en trouvant nos partenaires qui viennent nous aider à réaliser ce chantier-là. Et par exemple, ce référent, comment est-ce qu'il est désigné? C'est qui Alors, en fait, la problématique, elle vient du client. Soit vous avez un client qui vous dit, moi c'est bon, je vous connais le carreleur et je me débrouille. Voilà. Soit vous avez effectivement une problématique, vous avez le client qui dit, non, mais attendez, débrouillez-vous, moi je ne sais pas faire, amenez-moi. Et auquel cas, c'est là où l'entrepreneur va prendre la main et va dire, écoutez, moi je vous propose soit de signer le marché avec un tel co-traitant, soit monsieur, si vous ne voulez pas vous embêter, je regroupe tout ça. Alors ça, c'est un exemple très concret pour le particulier, mais on va retrouver cette transversalité des métiers sur des gros chantiers où, on le verra plus tard, on va parler de co-traitance et de groupement d'entreprises où la synergie des hommes est là très importante. Alors justement, oui, excusez-moi. Oui, je voulais citer l'exemple d'Aramis, qui est un groupement d'entrepreneurs dans les Hauts-de-France, qui, au-delà de proposer effectivement un package commun sur l'ensemble d'un chantier de rénovation ou même de neuf, a mis en place une étude sur l'année 2016 qui leur permet de chiffrer de façon très précise que le fait d'être en groupement d'entrepreneurs leur a généré en 2016 plus de 5% d'un chiffre d'affaires auquel ils n'auraient pas eu accès s'ils n'avaient pas proposé une offre groupée. Et j'ai moi-même eu un retour d'expérience complètement informel de ce groupement. Quelqu'un que j'ai rencontré dans un univers personnel me disait « J'ai fait appel à ce groupement parce qu'ils m'ont rassuré, je n'ai eu qu'un seul interlocuteur tout le long du chantier, même si j'ai bien compris que j'avais tout au long de la démarche un ensemble de professionnels qualifiés dans leur métier qui intervenaient. Et là, c'était pour une rénovation un peu lourde. Donc il y avait vraiment un sens en plus à avoir un ensemble d'artisans compétents dans leur domaine. Donc ce travail en réseau est un levier pour avoir un volume d'affaires supplémentaire finalement. Ça permet aussi peut-être, excusez-moi, d'accéder à des marchés plus importants. Alors c'est non seulement un levier pour rassurer les clients et aller vers des marchés inaccessibles, mais c'est aussi un levier pour pouvoir développer une activité et prendre à plusieurs un risque financier qui aurait peut-être paru un petit peu trop optimiste pour un artisan, la mutualisation. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué à former des artisans, à accompagner des artisans dans leur formation, c'est que finalement, par porosité, il y avait un échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire que le plombier, à force d'échanger avec les métiers de l'enveloppe, finit par intégrer que la traversée d'une cloison est, de façon inhérente, il y a de l'étanchéité à l'air qui est générée et du coup, de pouvoir échanger sans que ce soit dans la difficulté et au contraire de façon plus fluide sur les problématiques des uns et des autres. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de co-traitance, de sous-traitance, de groupement temporaire, de GIE temporaire. Les dispositifs existent, les outils existent, mais on a l'impression aujourd'hui dans la filière du bâtiment auprès des TPE-PME notamment, c'est un petit peu des gros mots, que c'est quelque chose de peu développé. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Alors, c'est vrai que pour un artisan, c'est pas simple. Se dire, je vais me regrouper avec rétrocéder une partie de son indépendance. Alors, bon, d'abord, premièrement, il y a toutes les institutions qui sont là pour aider. Effectivement, la fédération du bâtiment est là pour aider à apporter l'ensemble des outils nécessaires, que ce soit un contrat de sous-traitance type, un contrat de groupement temporaire également. Donc, il peut être aidé. D'abord, je crois que c'est retenir la notion fondamentale du réseau, c'est-à-dire se rencontrer, échanger, savoir avec quel entrepreneur on a des affinités pour créer notre réseau. Et puis après, effectivement, et je suis un gars qui l'a bien dit, on peut accéder à des marchés bien plus importants. Et ça, j'insiste parce qu'il y a toute une partie des marchés que les TPE ne voient pas. C'est aujourd'hui les marchés de conception et réalisation, qui sont quasiment réservés aux majors. Et les majors, ils n'ont pas besoin des PME pour exécuter. Ils les font juste intervenir en sous-traitance. Si les PME ne s'approprient pas ce genre de marché, elles n'y arriveront pas. Ça nécessite effectivement une organisation, un fonctionnement en réseau, aller chercher l'architecte qui va être capable de fédérer le groupement, l'entreprise de gros œuvres qui va tirer tout le monde vers l'avant, mais chacun, et nous à l'UECF et nous en tant que chauffagistes, on a un rôle important aussi à tirer. Donc cette transversalité, elle est vraiment de partout,
depuis effectivement la salle de bain, comme on a cité en exemple, jusqu'au très gros chantier où là on va avoir besoin de tout le monde et il faut qu'on se rencontre, qu'on échange en réseau et là après toutes les instances sont là pour apporter des outils. Monsieur Gac. À ce sujet-là, la révolution, elle est culturelle. Elle est culturelle parce que finalement, les métiers du bâtiment ont longtemps fonctionné en flux métier. Et il est très difficile en silo, exactement, merci. Et il est très difficile de sortir de cette notion de silo. Et puis finalement, la méconnaissance du métier de l'autre finalement nous inquiète parfois. Je crois que culturellement, on est aussi en train de voir apparaître une jeunesse qui va faire fi de ces aspects culturels et qui va pousser les métiers du bâtiment et les filières à s'organiser autrement. Je pense qu'on peut attendre de la jeunesse qui arrive des révolutions réussies. On en parlera tout à l'heure. Je crois que M. Quénard voulait rajouter quelque chose. Un petit complément. Alors, je vais prendre un risque. Je vais faire le risque avec une analogie. Alors, il faut toujours se méfier des analogies, mais imaginez que pour aujourd'hui, vous souhaitiez acheter une voiture et que pour acheter une voiture, vous alliez chez Valeo pour acheter l'éclairage et la ventilation, chez Michelin pour acheter les roues, chez Saint-Gobain pour acheter le vitrage et quelqu'un va vous assembler tout ça. C'est un peu ce qui se passe dans le bâtiment. Hein. Donc, je ne dis pas qu'il faut que des grands groupes qui interviennent dans la construction, mais les groupements, à mon avis, sont essentiels. Et c'est vrai qu'il y a une question de culture, parce que quand même, l'artisan, c'est presque un artiste, quoi. Il a une certaine fierté du travail bien fait, généralement, donc il veut être reconnu. Et tout ça, est-ce que la reconnaissance ne va pas disparaître dans le mélange ? Et ça, je pense que c'est une question que vous saurez gérer. C'est un savant là-dessus. Juste pour insister, c'est qu'on va peut-être dire 2 mots sur le numérique. Et je pense que le numérique on allait y venir, est un élément essentiel de cet échange levier. Et de faciliter la transversalité. Hein, parce que souvent, les équipements numériques qu'on a, c'est souvent pour échanger. Alors tout à l'heure, vous disiez qu'au CSTB, vous n'avez pas tellement une vision terrain, mais plutôt vous prenez un peu de hauteur. Justement, le numérique, c'est un sujet où c'est d'abord une vision macro. Qu'est-ce que concrètement ça peut apporter, selon vous, par rapport à cette notion de transversalité du métier de la maquette numérique ? Je vais un peu poursuivre ce que je viens de dire. Ça veut dire que ça va être un échange entre tous les acteurs de la chaîne du bâtiment, de la conception, du chantier, le contrôle pendant le chantier et à la livraison, et même ensuite pendant l'exploitation. Et donc là, on aura un véhicule commun où tout le monde pourra aller chercher les informations. Et celui qui va gérer la chaufferie pendant l'exploitation pourra savoir les références du système qui a été installé ou même qui a été choisi par le bureau d'études en amont. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et ça devrait faciliter la transversalité. À travers aussi ce partage de l'information. Et ça devrait aussi, je pense, attirer les jeunes dans le bâtiment à travers ce côté un peu geek, je dirais. Et je pense que ça, c'est assez séduisant. C'est vrai. Monsieur Guillaume, justement. En prolongement de ce que dit M. Quédard, pour prendre aussi une métaphore, encore la métaphore de la voiture, je dirais que ce n'est pas la voiture. Enfin, on va enfin prendre tous le même car. Je crois qu'on va tous monter dans le même bus. Certains seront à l'avant, c'est le gros œuvre. Certains seront à l'arrière, c'est les lots finitions. Mais effectivement, on va enfin se mettre à travailler tous ensemble. On pourrait déborder très très largement pour parler du BIM parce que c'est un vrai sujet, un sujet essentiel. Moi je crois vraiment à cette révolution numérique, M. Quénard l'a dit, les jeunes vont nous aider effectivement, nous les vieux croulants, à nous pousser un peu dehors et prendre la main. Le BIM c'est un vrai projet collaboratif. En fait, on va tous penser dès le départ la construction du bâtiment. Ça va révolutionner nos méthodes. Bien sûr qu'en phase d'exécution, ça va révolutionner aussi le travail de nos techniciens. Mais déjà dans l'esprit collaboratif va faire que chacun va être obligé de prendre en main son cœur de métier dès la conception de l'ouvrage. Et là, la maquette numérique va vraiment nous aider. Il y a vraiment une vraie révolution qui se présente. Et justement, pour rebondir sur les artisans, j'insiste au niveau départemental et on le fait aussi au niveau régional pour dire qu'il ne faut pas que les artisans se croient exclus de ce domaine-là. Même quand vous avez 3 personnes, il va falloir s'y mettre et justement on va pouvoir les accompagner. Monsieur Gac, justement par rapport à la crainte un petit peu des artisans, j'étais apprenti il y a 20 ans, j'étais apprenti métallier il y a 20 ans et on a vu apparaître la DAO comme une espèce d'OVNI qui n'intégrerait jamais les entreprises. Aujourd'hui, vous regardez n'importe quel, ou presque, il y a forcément des exceptions, mais n'importe quel artisan de moins de 35 ans, il n'a aucun problème à utiliser une petite modélisation 3D pour montrer à son client une percussion ou même parfois l'ouvrage fini. Ce qui va arriver avec le BIM aussi, c'est la révolution chantier, avec des jeunes qui maîtrisent cet outil-là, qui est un smartphone, et qui finalement pourront aller chercher
la gestion de l'interface avec un autre corps d'état directement sur le smartphone. Cette révolution-là pour l'homme de chantier va être importante et très intéressante dans le sens où il aura accès à la conception depuis un outil qu'il maîtrise depuis l'adolescence. Ça, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est probablement la jeunesse qui va pousser la filière vers le haut et puis vers d'autres pratiques. Une nouvelle culture qui est en train de se mettre en place. Je voulais savoir si au CSTB, cette notion de maîtrise, de sensibilisation et de maîtrise à la maquette numérique, au-delà de sensibiliser la prescription, les bureaux d'études, est-ce que c'est un sujet dont le CSTB va se saisir pour sensibiliser les TPE et les PME ? Au même titre que vous avez cette fameuse plateforme de formation par le geste à Grenoble, est-ce que ça peut être un sujet que dont vous allez vous saisir rapidement ? Excusez-moi. Le BIM est un sujet sur lequel le CSTB travaille depuis plusieurs années. Il a même développé un certain nombre d'outils en partenariat, bien sûr. Et il est aussi sur le chantier, dans certains projets, par exemple l'hôpital d'Ajaccio, où on essaye de mettre la main à la pâte un peu. On va en revenir encore à la main, pour essayer de voir comment on peut utiliser au mieux ces nouveaux outils numériques. Alors juste un petit complément par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que le BIM pour l'instant est très bien utilisé par un certain nombre de bureaux d'études déjà formés. Il est utilisé aussi pour le suivi et l'exploitation. Il y a encore la question du BIM sur chantier, entre guillemets. Et là, je pense qu'il y a encore un effort à faire pour que la chaîne soit continue, si je puis dire. Il y a des expérimentations en cours qui seront intéressantes d'ici 2-3 ans dans leurs résultats, notamment sur la question de la formation en situation de travail que porte aussi la FFB. Le BIM pourrait être un support à cette formation. Et ça arrive très concrètement dans les départements. Nous avons organisé en Haute-Loire tout récemment une réunion d'information parce qu'on a un appel d'offres, un chantier sur une rénovation d'un lycée qui va être lancé par la région. On va commencer à nous parler de BIM. Donc il ne faut pas croire que dans les territoires ruraux, plus que dans la banlieue lyonnaise, on va attendre 10 ans avant de le voir arriver. Non, ça arrive de partout et il faut vraiment qu'on y soit tous prêts. Donc au sein des TPE, PME du bâtiment, on va sans doute assister très prochainement, sans mauvais jeu de mots, au boom du BIM, pour que cette notion d'intermétier se transforme finalement vers une notion d'interdisciplinarité. Ça sera je vais vous demander de conclure peut-être sur ce point chacun en une minute. Justement, la question de l'interdisciplinarité, elle est au cœur du BIM et au cœur même de l'enjeu du bâtiment. Avec les Compagnons du Devoir, on est en train de créer des formations avec les écoles d'architectes pour apporter justement une vision très complémentaire de ce que peut être la vision d'un architecte, la vision d'un homme ou d'une femme de métier du chantier. Et cette interdisciplinarité nous permettra demain de répondre au client final qui est finalement l'usager. Et si je pouvais conclure sur 3 mots, c'est formez-vous, formez-vous et formez-vous, parce que finalement, les performances du bâtiment évoluent tellement vite que si on reste sans se former, on n'évoluera pas et on va rester un petit peu sur le carreau. Donc, sur la touche. Monsieur Quesnard, sur cette notion de bascule de l'intermétier vers l'interdisciplinarité. Oui, je 30 pense secondes. Ça a déjà été dit que tous les acteurs du bâtiment vont travailler ensemble de plus en plus et que le BIM sera un magnifique véhicule pour ce lieu d'échange. Et c'est, comme on le dit maintenant, ces plateformes. Et je pense qu'on va dans cette direction et plus rapidement qu'on le croit, je crois. Et même dans les territoires ruraux. Monsieur Guillot. Oui, tout à fait. Je crois qu'on ne va pas se répéter, mais il faut insister parce que c'est vraiment fondamental que tout le monde comprenne que qu'il doit prendre à son niveau le problème à bras-le-corps. Je crois qu'encore trop de nos artisans, je le vois à l'UECF, je le vois à la Fédé, lorsqu'on organise nos réunions d'information, certains découvrent le mot BIM. Donc il faut vraiment qu'ils y aillent rapidement parce que derrière, il y a tout un travail encore à faire pour apprendre à gérer et à maîtriser ça. Et on n'en est qu'au début. Moi-même, je n'étais pas convaincu il y a 2-3 ans. J'ai compris qu'il fallait prendre le train il y a 1 an et demi, 2 ans. Et je peux vous dire qu'on l'a pris et on va essayer de le faire avancer comme un TGV. Et du coup, comme Monsieur Gac, je présume que vous êtes en train de prêcher la bonne parole pour aller vers ce qu'on pourrait appeler l'artisan 3.0, 4.0. Pourquoi pas. Voilà, je vous remercie en tout cas, tous les 3. Merci à vous. Bonne fin de journée à tous. Merci.